sur le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour et bienvenue sur le podcast Sur le front climatique, le podcast des chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat. Je suis Julia Tas, co-directrice de l'Observatoire, et je suis ravie d'animer ce podcast avec ma nouvelle collègue, Mathilde Jourde. Mathilde, bonjour. Bonjour. Je suis ravie d'accueillir Marine de Guglielmo-Weber, qui est chercheuse environnement, énergie et matières premières à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire et qui était auparavant dans l'équipe de l'Observatoire Défense et Climat. Marine, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Julia. Et nous t'accueillons aussi puisque tu as coécrit un ouvrage avec Rémi Noyon dont nous parlerons en deuxième partie de ce podcast. Et je vous propose de commencer directement notre entretien avec Marine. Tu as écrit une note avec Sophia Cabège qui porte sur la géo-ingénierie. Cette note s'appelle « Géo-ingénierie solaire, enjeux géostratégiques et de défense ». Et je voulais que tu reviennes dans un premier temps sur les raisons qui nous ont conduit à choisir finalement de traiter ce sujet et comment ce sujet de la géo-ingénierie a émergé dans les dialogues, dans les discours autour de la lutte contre le changement climatique et quel est finalement le processus qui nous a mené à considérer la géo-ingénierie comme une potentielle solution, on en parlera ensuite, à notre incapacité finalement à faire face aux enjeux climatiques. Alors, ce qui est intéressant quand on regarde l'histoire des négociations internationales sur le climat, c'est de voir que dès le début, on a baigné dans une sorte d'idéologie, en tout cas d'idéal de ce qu'on pourrait appeler le paradigme de la compensation. Dès Kyoto en 1997, on cherche des moyens de compenser les émissions qu'on n'aura pas forcément envie de supprimer. Et donc à l'époque, on avait déjà intégré à la comptabilité du carbone, des émissions carbone, les puits de carbone naturels, donc territorialisés de chaque État, qui allait permettre à chaque État de pouvoir faire baisser un petit peu la facture de ces émissions carbone en les compensant en partie avec ce que leurs forêts notamment allaient pouvoir absorber. Ce paradigme de la compensation, il a parcouru toute l'histoire des négociations internationales sur le climat. Il a été réaffirmé en 2015 avec l'apparition de cette expression de net zéro qui a été complètement institutionnalisé et qui aujourd'hui est adopté par la plupart des États de la communauté internationale. Et ce paradigme de la compensation, en fait, il a ouvert dès les années 90 la porte à l'ensemble des solutions de ce qu'on appelle aujourd'hui la géo-ingénierie, donc notamment l'ensemble des émissions qui permettraient de compenser ces émissions carbone, mais aussi l'ensemble des solutions techniques qui allaient pouvoir en fait compenser le réchauffement en s'attaquant à la hausse des températures. Et encore aujourd'hui, quand on regarde par exemple les textes de la COP28, on voit bien cet idéal de la compensation. Notamment aujourd'hui, on fait la distinction entre les émissions atténuées et les émissions non atténuées, donc abated et unabated. Donc en fait, l'idée c'est qu'aujourd'hui la communauté internationale ne cherche à réduire que les émissions qui ne pourront pas être capturées a posteriori. Et donc c'est vraiment ce paradigme de la compensation qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui les techniques de la géo-ingénierie prennent autant d'ampleur. Alors Marine, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les différentes techniques et les catégories de géo-ingénierie qui existent aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc, par géo-ingénierie, on entend l'ensemble des techniques ou projets techniques qui ont pour ambition d'exercer une modification sur notre environnement, une modification délibérée et à grande échelle. Donc, il y a vraiment ces deux critères définitionnels. Le fait qu'on veut modifier notre environnement, on le fait vraiment volontairement, contrairement aux changements climatiques qui sont une modification dite par inadvertance de notre planète. Et puis, il y a cette idée d'échelle, c'est-à-dire qu'on va modifier à minima une région du monde, un continent, et parfois, on va chercher à modifier la planète tout entière.
Donc ça, c'est vraiment la définition de base. Et aujourd'hui, on classe 2 grandes familles de techniques dans cet ensemble. L'ensemble des techniques d'extraction du carbone atmosphérique. Donc c'est ce dont je vous parlais un peu plus tôt. C'est le fait qu'on va chercher à extraire a posteriori le carbone qui a déjà rejoint l'atmosphère. On ne cherche pas à empêcher le carbone de rejoindre l'atmosphère, on cherche à le retirer une fois qu'il y est déjà. Ça, c'est une première famille de techniques, et donc il y a une grande diversité de projets à l'intérieur de cette famille. On va chercher à aspirer directement l'air ambiant pour le filtrer. On va chercher à faire ce qu'on appelle de la bioénergie avec capture du CO2. Donc, on va cultiver de la biomasse et puis la brûler en espérant pouvoir séquestrer le carbone que cette biomasse aura absorbé tout au long de sa vie. Voilà, il y a une grande diversité de techniques. Il y a également des techniques fondées sur l'océan qui cherchent à augmenter la part de carbone qui va pouvoir être absorbée par l'océan. Et puis la deuxième grande famille de techniques qui est beaucoup moins normalisée aujourd'hui, qui reste encore un peu effrayante dans l'esprit du grand public, mais qui tout de même se normalise un peu plus tard que les techniques de capture du carbone atmosphérique. C'est la famille de ce qu'on appelle la modification du bilan radiatif. Donc il s'agit de jouer sur l'équilibre entre l'énergie qui est relâchée par la Terre et l'énergie qui reste capturée par notre atmosphère pour refroidir artificiellement la planète. Et là, on va avoir des projets comme la dispersion d'aérosols soufrés dans la stratosphère pour renvoyer vers l'espace une part plus importante du rayonnement solaire. On va chercher à éclaircir les océans aussi, éclaircir les nuages marins. Donc voilà un peu pour le panorama des techniques. Et avec Sophia Cabèche, quand vous avez coécrit cette note, vous avez choisi de ne traiter que de la géo-ingénierie solaire, donc j'imagine que c'est la dernière catégorie que tu as présentée. Déjà, pourquoi finalement avoir choisi plutôt cette catégorie ? Et ensuite, est-ce que tu pourrais nous présenter comment ça s'articule avec les enjeux de défense et de sécurité que l'on traite à l'Observatoire ? Alors justement, on a choisi de ne traiter que de la modification du bilan radiatif parce que c'était l'ensemble de techniques qui présentaient le plus d'enjeux de défense et d'enjeux géostratégiques. Quand on parle d'extraction du carbone atmosphérique, il y a des enjeux géopolitiques, mais il reste assez à la marge. Va surtout y avoir des problèmes sociopolitiques sur les territoires qui sont concernés par l'implantation des techniques, à l'exception de quelques techniques fondées sur l'océan qui peuvent mener à des tensions géopolitiques, mais enfin ça reste à la marge. Pour la modification du bilan radiatif, la plupart du temps, leurs effets vont être transfrontaliers. Déjà, donc en fait, on va observer des tensions frontalières, parfois même de la conflictualité. En tout cas, on peut l'anticiper de la même manière qu'on peut l'observer sur les techniques de modification de la météo, puisqu'on voit que dans des régions où certains pays modifient l'atmosphère à l'échelle locale pour leurs propres intérêts nationaux, des tensions émergent. C'est par exemple le cas du plateau tibétain, autour duquel des tensions croissantes apparaissent entre la Chine et l'Inde, puisque la Chine est à l'origine du plus grand programme de modification de la météo au monde. Et ce programme suscite des tensions avec l'Inde, puisque l'Inde a peur, se méfie de ces techniques et surtout accuse régulièrement la Chine d'être responsable des aléas météoclimatiques qui ont lieu sur son propre territoire, donc sur le territoire indien. Et en fait, on peut, sur la base de ce cas d'étude, qui relève de la modification de la météo, donc c'est pas vraiment de la géo-ingénierie, mais sur la base de ce cas d'étude, on peut anticiper certains des effets géopolitiques que la modification du bilan radiatif pourrait avoir. Donc typiquement, si un État choisit de disperser du soufre dans la stratosphère, ça pourrait avoir des effets sur le régime des précipitations, sur en fait les conditions météorologiques de certains autres États qui n'ont rien demandé. Et donc cette notion d'effet transfrontalier, elle est essentielle pour anticiper la conflictualité liée à ce type de technique. Sinon, autre enjeu de défense possible, c'est en fait la question de la sécurité humaine. On sait que ce sont des techniques qui, la plupart du temps, se fondent sur la dispersion de produits chimiques. Et donc, il y a des enjeux pour la santé des populations, également pour la résilience des écosystèmes. Donc,
plein d'enjeux qui font de la modification du bilan radiatif, même quand elle est pratiquée par un État très lointain, un enjeu de sécurité nationale pour tous les États. Et donc si on prend le cas de la France, les forces armées françaises, la défense en France pourrait être tout à la fois affectée par des effets que ces techniques, imaginons si les États-Unis font de la modification du bilan radiatif, la France pourrait être concernée par les effets de cette technique sur son propre territoire national. Et d'ailleurs, on lance un programme de recherche avec le CNRS sur l'anticipation de ces enjeux de sécurité en France. Et puis, il y a l'enjeu de la conflictualité. Si demain, la communauté internationale est polarisée autour de ces enjeux, s'il y a un conflit international entre des pays qui sont favorables au déploiement de ces techniques, d'autres qui ne le sont pas, si un pays ou une coalition de pays choisissent de le faire sans le consensus international, ça peut produire de la conflictualité, ça peut déstabiliser la scène internationale et donc avoir des répercussions directes sur les relations internationales de la France. Et là, donc, tu as évoqué la manière dont la géo-ingénierie solaire, en particulier, pourrait faire émerger des enjeux de conflictualité. Est-ce que dans cette articulation entre défense et géo-ingénierie, il y a également des enjeux techniques, des enjeux d'équipement ? Est-ce que, par exemple, pour répandre certaines particules dans certaines couches de l'atmosphère, il faut utiliser du matériel militaire ? Ou est-ce que du matériel militaire pourrait être mobilisé dans telle ou telle situation ? Est-ce que ça fait partie des articulations que vous avez étudiées ? Oui, tout à fait. En fait, c'est une articulation qui va dans les deux sens. C'est-à-dire que déjà, a priori, on voit un intérêt de certaines institutions de défense pour les développements technologiques en géo-ingénierie. Si on prend les États-Unis, qui est le pays leader dans la recherche sur la modification du rayonnement solaire, on voit que les développements techniques et les recherches sur la géo-ingénierie sont intimement liés aux institutions de défense, donc qui sont très proactives dans le domaine. On sait que l'industrie de défense comme le renseignement militaire sont vraiment intéressés par le sujet et font partie des principales institutions qui le nourrissent. Donc ça va déjà dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, effectivement, on se rend compte que ce sont des techniques qui, la plupart du temps, peuvent requérir des équipements militaires ou qui peuvent, à minima, mobiliser des équipements duaux. Pour reprendre mon exemple de la modification de la météo, ce qui suscite en grande partie la préoccupation de l'Inde, c'est que quand la Chine modifie la météo, elle utilise des avions militaires, elle déploie des satellites de surveillance météorologique qui peuvent aussi remplir des missions de surveillance transfrontalière. Il y a aussi l'usage d'explosifs, de fusées, de ballons, enfin voilà, tout un ensemble de matériel militaire, enfin en tout cas de matériel à visée d'abord météorologique, mais qui a une dimension militaire. Et pour la modification du rayonnement solaire, c'est pareil. On va de la même manière chercher à diffuser des produits chimiques dans la stratosphère, donc utiliser des avions qui ont la capacité d'emporter certaines substances chimiques. Donc les avions militaires sont plutôt bien pressentis pour la question. Il y a encore cet enjeu des ballons stratosphériques qui peuvent aussi à minima susciter la méfiance des États voisins. Et donc c'est là qu'on voit aussi que l'utilisation d'équipements duaux dont on ne comprend pas bien l'utilité, qui peuvent être ambivalents, ça peut aussi entraîner une forme de dilemme de sécurité où chaque État pourrait avoir l'impression qu'il faut s'armer sur le plan climatique pour être à la hauteur des autres. Et finalement, cette dualité que tu évoques et le fait que ce soit un domaine qui relève à la fois du civil et du militaire, que les innovations soient à la fois dans le civil et dans le militaire, c'est au cœur d'un des scénarios que vous avez développé avec Sophia dans la note. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement un des scénarios de prospective de la note de l'Observatoire ? Alors, quand on étudie les enjeux géopolitiques de la géo-ingénierie et quand on cherche à anticiper
différents scénarios de déploiement de ces techniques. Ce qui revient beaucoup, c'est la crainte d'un déploiement unilatéral. Donc j'ai beaucoup parlé des États-Unis, ça c'est quelque chose qui suscite beaucoup de préoccupations, parce qu'on sait qu'en plus c'est un État qui est en train de se doter d'une stratégie nationale pour à minima la recherche dans ce secteur. Ce qu'on étudie un peu moins, c'est la perspective d'un déploiement qu'on dirait décentralisé, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à identifier quel acteur est à la source du déploiement, en fait parce qu'on a affaire à une multitude d'acteurs. Et c'est ce scénario décentralisé qu'on a cherché à explorer avec Sophia. Donc parmi les 3 scénarios, celui-ci, en fait, il partait du principe qu'on allait peut-être expérimenter une forme de commercialisation de la géo-ingénierie qui irait beaucoup plus vite que la recherche académique dans le secteur, et surtout que la mise en œuvre de processus de gouvernance. C'est-à-dire qu'on aurait des acteurs privés qui s'engouffreraient très vite sur ce marché avant même qu'on ait des instruments juridiques pour encadrer les pratiques, et avant même que les États se mettent d'accord sur ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et donc dans ce scénario, à la suite d'un échec de la mise en place d'une gouvernance sur la géo-ingénierie, un certain nombre d'États, notamment des États qui ont de forts intérêts pétroliers, vont chercher à promouvoir la commercialisation d'équipements individuels de géo-ingénierie, c'est-à-dire que n'importe quel particulier pourrait se doter de son petit ballon et de ses produits chimiques pour faire de la modification du bilan radiatif et en quelque sorte s'acheter une sorte de conscience écologique en faisant de la géo-ingénierie dans son coin. Et ça entraîne un déploiement qui n'est pas surveillé, qui n'est pas encadré, donc on n'a aucune idée de ce que ça va pouvoir entraîner comme répercussion à la fois sanitaire et géopolitique. Et puis ce déploiement donc, qui est soutenu par les États-Unis, par les pays du Golfe, et aussi de manière un peu plus passive par l'Europe, il vient servir de manière indirecte le leadership chinois qui y voit une opportunité pour dénoncer l'inertie de l'Occident sur le plan climatique. Et on sait aussi que la Chine essaye d'apparaître comme un État leader en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Donc c'est un créneau qui est exploité jusqu'au bout par la Chine pour mettre en évidence une forme d'hypocrisie d'un Occident qui se ferait champion de la lutte contre les changements climatiques alors qu'il verse dans la géo-ingénierie. Et donc ça, parmi les conséquences de ce scénario, il y a également une grosse perte d'influence de la France, dont les citoyens ont très largement utilisé les dispositifs par crainte des effets des changements climatiques, mais qui donc est affiché officiellement comme un État irresponsable sur le plan climatique. Je rappelle juste que c'est un scénario. Tout ce qui a été évoqué est évidemment complètement fictif. Je laisse Mathilde continuer sur ton ouvrage. Donc Marine, tu as coécrit avec Rémi Noyon Le Grand Retournement, comment la géo-ingénierie infiltre les politiques climatiques. Est-ce que tu pourrais nous faire un tour d'horizon des acteurs clés de la géo-ingénierie, et aussi nous en dire un petit peu plus sur ceux qui pourraient faire basculer la géo-ingénierie aujourd'hui? Alors c'est une question extrêmement difficile, parce que dans le cadre de cette enquête, on a vraiment identifié une très grande constellation d'acteurs qui ont tous leur rôle à jouer et qui jouent tous un rôle vraiment structurant dans ce phénomène de normalisation de la géo-ingénierie qu'on a identifié. Mais peut-être pour faire un panorama très rapide, en fait, il y a plusieurs grands types d'acteurs. Il y a les acteurs en fait, de la recherche académique. Donc on a une communauté de recherche aujourd'hui à l'échelle internationale qui travaille sur la géo-ingénierie, qui est assez mince, hein. On est sur plusieurs centaines de chercheurs, et encore, ça reste très, très, très mince. Et ce sont des chercheurs qui, globalement, travaillent dans les clous, c'est-à-dire qu'ils respectent les différents cadres éthiques qui ont pu être élaborés sur la géo-ingénierie. Il y a eu très peu d'expériences
sur le terrain, encore une fois, parce que c'est une communauté de recherche qui respecte le principe de précaution. Donc la plupart du temps, on reste au stade de la modélisation numérique. Donc ça, c'est pour la recherche. Ensuite, on a quelques acteurs privés qui cherchent à développer la géo-ingénierie pour en faire vraiment un secteur de marché. Donc des entreprises comme Make Sunsets qui vendent ce que cette entreprise appelle des crédits de refroidissement pour pouvoir faire financer par des particuliers ces opérations. Mais ça reste encore, pareil, très peu développé. Et après, deux autres grands types d'acteurs, les philanthropes, qui viennent généralement des États-Unis et qui sont très très actifs dans le financement des recherches en géo-ingénierie. Et dernier grand type d'acteurs, on a certains États qui sont très favorables et qui financent eux aussi des recherches, au premier chef desquels les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc maintenant, si on se demande qui pourrait faire tout basculer, ça dépend du scénario de déploiement qu'on envisage. Donc je parlais tout à l'heure d'un scénario de déploiement décentralisé. Ça pourrait être tout à fait possible si des entreprises comme celle que je vous citais, Make Sunsets, continuent en fait de commercialiser et peut-être qu'elles vont faire naître un nouveau modèle de service climatique. On le voit déjà pour la modification de la météo. Il y a beaucoup d'entreprises partout dans le monde qui commercialisent la modification de la météo et qui permettent à des particuliers de changer les conditions météorologiques sur leur territoire. Donc pourquoi pas le même scénario sur le plan climatique à très grande échelle. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est celui du déploiement unilatéral ou par une coalition d'États. On sait que la géo-ingénierie est très loin d'être consensuelle à l'échelle internationale. On n'aura jamais un consensus sur la question de la communauté internationale, qui est très polarisée sur la question. Donc s'il y a un déploiement étatique, ce sera non consensuel, ce ne sera pas démocratique et surtout ce sera fait par un petit groupe d'États ou un État unique. Et donc là, on pense encore une fois aux États-Unis, mais parce qu'ils sont dotés des moyens pour le faire, mais en fait, on n'a aucune idée des recherches qui peuvent être menées sur le sujet en Russie ou en Inde. C'est des données qui sont difficilement accessibles. Mais une grande puissance qui se dote des moyens financiers et technologiques pour la géo-ingénierie pourrait faire basculer les choses. Et puis, à l'échelle de la communauté internationale, si on se demande dans quelle mesure la géo-ingénierie pourrait poursuivre sa normalisation, peut-être qu'aujourd'hui c'est très polarisant, mais peut-être que dans 50 ans ce sera tout à fait consensuel, on ne sait pas. Il y a une institution qui est très active dans la promotion de la géo-ingénierie, c'est la Climate Overshoot Commission. Donc en français, ça donne quelque chose comme la Commission mondiale sur les risques de dépassement climatique, quelque chose comme ça, ou pour éviter les risques de dépassement climatique. Et cette commission, elle a été créée en 2022 dans le cadre du Forum de Paris sur la paix. Et elle rassemble des leaders mondiaux, elle est notamment dirigée par Pascal Lamy, et elle est très très active en fait dans la normalisation de la géo-ingénierie à l'échelle internationale, même si elle promeut un moratoire. En fait, ce moratoire ne s'appliquerait qu'aux techniques qui auraient des effets transfrontaliers et à très grande échelle. Donc, c'est pas le moratoire le plus efficace qui ait été proposé. Donc, c'est un acteur qui reste à surveiller. Et donc, en lien avec cette normalisation, quel a été l'accueil de vos recherches? Comment ont-elles été perçues par le grand public? Alors, il y a eu deux réactions principales. La réaction des médias, les médias traditionnels et aussi les médias plutôt numériques qui sont effarés par l'avancée, en tout cas la progression, la normalisation de la géo-ingénierie dans les sphères politiques et qui sont inquiets. La plupart des médias n'en avaient pas entendu parler tant que ça. C'est un sujet qui monte depuis quelques années, mais ça reste globalement peu traité. Et donc la première action, c'est de s'en inquiéter et de se demander ce qui peut être fait
pour empêcher justement un basculement sur ce sujet. Et concernant la réaction du grand public, c'est assez partagé. Il y a une partie des personnes qui réagissent qui, pareil, sont assez inquiètes. Et puis, il y a toute une autre partie de l'audience qui en fait, voit dans ces recherches la validation d'un certain nombre de théories conspirationnistes. Et donc ça, c'est assez énervant. Si on voilà les entretiens qu'on fait systématiquement, quand on regarde les commentaires, la moitié, en fait, parle des théories des chemtrails, donc les théories selon lesquelles, en fait, des gouvernements ou des acteurs très puissants diffuseraient des produits chimiques dans l'atmosphère à l'insu de la population, parfois même pour simuler les changements climatiques. Et donc c'est un total contresens avec ce qu'on essaye de faire, parce que, en fait, dans la tête des personnes qui relayent ces conspirations, la géo-ingénierie, c'est un synonyme de changement climatique et de chemtrails, alors qu'on essaie justement de montrer que le contexte d'urgence climatique prépare un terreau fertile à l'émergence d'interventions désespérées en fait, sur l'atmosphère pour essayer de régler le problème. Dans le livre que tu as coécrit avec Rémi Noyon, vous évoquez énormément de récits, d'œuvres de fiction qui intègrent la géo-ingénierie, voire qui s'articulent autour de la géo-ingénierie. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est parce que ça rend concrète une réalité qui est sinon difficilement palpable? Pourquoi avoir cité autant de ces ouvrages ou de ces œuvres cinématographiques? Et si tu devais nous en conseiller une à lire ou à voir, ce serait laquelle? Alors effectivement, la première raison, c'est que en fait, on parle de techniques qui, pour la plupart, n'ont pas d'existence tangible, matérielle. Elles n'existent pas en tant qu'infrastructure. Ça reste, en fait, pour la plupart, des spéculations, ce que certains sociologues appellent aussi des promesses technoscientifiques. Et donc c'est assez intéressant de voir que déjà que ces promesses ont autant d'impact sur la prise en charge politique des changements climatiques, parce qu'en fait on est dans une dynamique de report des stratégies d'atténuation et parfois même d'adaptation, dans l'espoir que ces techniques viennent nous sauver la mise. Donc ça, c'est intéressant de voir déjà la performativité de ces promesses. Et donc effectivement, utiliser des œuvres de fiction, ça nous a permis de donner une existence un peu plus tangible et concrète à ces techniques. Parce qu'il y a effectivement un certain nombre d'auteurs qui ont écrit sur le sujet, qui ont imaginé des scénarios de déploiement concret, avec des acteurs qui ont des intérêts, qui mettent en place des techniques très spécifiques. L'autre intérêt de ces œuvres de fiction, c'est de rappeler que la géo-ingénierie, c'est de la fiction, et qu'en fait, pour adhérer à ces promesses, il faut peut-être se soumettre aussi à cette suspension de l'incrédulité qu'on demande aux lecteurs ou aux spectateurs d'œuvres de fiction, parce que encore une fois, ça n'existe pas, et il faut aller ouvrir un livre de science-fiction pour trouver parfois même des descriptions, des descriptions techniques beaucoup plus affinées que ce qu'on peut trouver encore dans les projets des scientifiques qui travaillent là-dessus aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment les deux intérêts du recours à ces œuvres. Et puis, encore une fois, ne pas oublier cette performativité des narratifs. Quand on regarde aujourd'hui les œuvres sur la géo-ingénierie, on voit tout à la fois des œuvres qui essayent de montrer les dérives que ça pourrait avoir, mettre en avant les incertitudes, les risques. Il y a un film qui s'appelle Geostorm, qui est un très mauvais film, mais qui met ça bien en avant, le fait que en fait c'est pas viable de mettre le climat sous respirateur et de dépendre d'un dispositif technologique à l'échelle mondiale. Et puis il y a d'autres œuvres qui sont un peu plus qui se laissent un peu plus aller à la tentation d'une solution facile au changement climatique, ou en tout cas qui mettent un peu dans la balance les changements climatiques d'une part et les impacts potentiels de ces techniques, et qui arrivent à la conclusion que peut-être
que les impacts de la géo-ingénierie seraient plus souhaitables que les effets des changements climatiques. Donc c'est toujours intéressant aussi de se confronter à ce type d'œuvre. Mais en tout cas, quel que soit le narratif, il y a une portée politique derrière, ça affecte la pensée politique, ça affecte le grand public. C'est pour cette raison aussi qu'on fait de la prospective et que la science-fiction est considérée comme un genre aussi politique. Mais il y a peut-être une œuvre que je vous conseillerais qui intègre la géo-ingénierie, c'est le ministère du futur de Kim Stanley Robinson. Et parce que cette œuvre, elle reflète complètement notre rapport actuel, en tout cas le rapport actuel de certaines sphères dirigeantes à la géo-ingénierie. On est dans un futur très proche et l'auteur imagine donc la mise en place d'un ministère du futur qui va étudier tout un panel de solutions au changement climatique. Donc des solutions sociales, politiques, économiques et aussi des solutions technologiques. Et dans tout ce panel diversifié de solutions, il y a la géo-ingénierie. Et donc la géo-ingénierie, ce n'est pas la solution miracle qu'on imaginait il y a quelques années qui va ramener la température au niveau de l'ère pré-industrielle, mais c'est un petit bout de la lutte contre les changements climatiques. C'est une toute petite partie de la résolution du problème et c'est en fait une solution banale parmi d'autres qu'on va déployer à côté de plein d'autres solutions. Et donc ça montre bien le rapport émergent et normalisé à la géo-ingénierie comme quelque chose qu'on va faire un peu à côté de l'atténuation, à côté de l'adaptation, à côté de plein d'autres choses. Donc voilà, c'est peut-être cet ouvrage que je vous conseillerais aussi parce que c'est un ouvrage qui est plutôt optimiste. C'est un des rares ouvrages à se projeter dans un futur climatique proche qui n'est pas dystopique. Donc c'est toujours intéressant de voir un auteur se projeter dans un rapport plutôt positif à un futur qui est aussi très technologisé. Merci beaucoup Marine de nous avoir rejoints pour cet épisode. Merci Julia, merci Mathilde. Et donc on vous invite tous évidemment, si la géo-ingénierie vous intéresse, à consulter la note qui se trouve sur le site de l'Observatoire et à acheter Le Grand Retournement. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous rendre sur le site. À bientôt. Allez plus loin sur www.défenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.